Bonjour à tous et bienvenue pour ce autre numéro de Vision RH du leadership humaniste, votre rendez-vous incontournable pour explorer les nouvelles frontières du management du capital humain. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les défis professionnels évoluent constamment, où la quête de sens et du bien-être au travail deviennent essentiels. Et face à cela, il faut se poser des questions sur comment est-ce que les managers en général et les gestionnaires du capital humain en particulier gèrent la question de l'humain. Comment conjuguent-ils bien-être et excellence professionnelle pour transformer les organisations? Ce sont à de pareilles questions que nous allons essayer de répondre avec le témoignage de ceux et celles qui, au premier plan, essaient de mener une révolution managériale. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui une professionnelle RH, Madame Sandrine Zouzou, responsable RH de Leadway Assurance. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, Monsieur Zébier. Merci pour l'honneur que vous me permettez d'avoir aujourd'hui de participer à ce podcast. Alors, Sandrine Zouzou, comme vous l'avez dit, responsable ressources humaines chez Leadway Assurance. Voilà maintenant bientôt 9 à 10 ans que je suis dans le domaine des ressources humaines. Super. Carrière assez mitigée parce que véritablement, j'ai débuté ma carrière en marketing. Et Ok. par un concours de circonstances et par l'amour du domaine, j'ai bifurqué sur les ressources humaines avec un début en ressources humaines avec Unilever Côte d'Ivoire, par la suite EY et maintenant, après Webep Côte d'Ivoire, Lido Assurance. Super, ben écoutez, bon parcours. Et votre parcours assez atypique nous fait comprendre qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir une formation dans les RH de base pour pouvoir migrer dans les RH. Et je suis sûr que c'est cet amour de l'humain, c'est ce sens de vouloir rapprocher les uns et les autres qui ont fait que vous êtes venu à la fonction ressources humaines. Et c'est pour ça justement la première question que j'ai envie de vous poser. Et ça, on le reproche beaucoup aux responsables des ressources humaines d'être un peu maternalistes et de toujours chercher à gérer les conflits parce que forcément, quand il y a des hommes, il y en a. Et j'ai envie de savoir par rapport à votre expérience, aujourd'hui, en tant que responsable RH, comment est-ce que vous gérez les situations conflictuelles et les crises tout en maintenant une approche humaniste? Merci pour la question. Alors, c'est un défi au quotidien que les ressources humaines ont, de Je gérer l'imagine bien. les conflits, les situations conflictuelles, parce qu'après, on est aussi des humains. Donc, on C'est ça. arrive souvent à ne pas avoir la bonne jugeote, même en tant que responsable ressources humaines. Il est important, en fait, dans toute gestion de conflits, d'avoir, en fait, une approche humaniste. Hum, Par derrière, quand je parle d'approche humaniste, en fait, c'est si vous voulez, avoir en fait une, une empathie, hum, une écoute très active qui est aujourd'hui un pilier très important dans la gestion des conflits. Cela hum, revient en fait à comprendre, si vous voulez, les différentes perspectives et préoccupations des différentes parties. Et c'est ça ça. donne aussi une base en fait de discussion ou d'intervention qui respecte la diversité, les expériences et opinions de tout un chacun. À côté de cela, comme je disais au début, il faut avoir en fait de l'empathie. L'empathie est un pilier assez fondamental en fait dans la gestion des conflits. Il est important en fait de reconnaître les émotions de tout un chacun et C'est ça. d'établir une connexion émotionnelle en fait avec les personnes avec lesquelles vous discutez. Parce que au-delà de tout, il faut comprendre, se mettre à la place de tout un chacun pour pouvoir en fait arriver à gérer de manière impartiale le conflit. Il est aussi important, en fait, d'avoir une communication très transparente parce que OK. discuter avec les humains, quand vous n'êtes pas transparent, en fait, il y a beaucoup Hum, de préjugés, de limites, en fait, dans la discussion avec ces personnes-là. Alors que si vous voulez établir une atmosphère de confiance, il faudrait aller, en fait, dans une communication très transparente, centralisée sur la résolution du conflit, rappeler, au fait, aux personnes que nous essayons enfin de travailler dans un environnement stable qui c'est ça. respecte tant la culture de l'entreprise et aussi le bien-être des employés. Euh, Par derrière, en fait, il faut toujours ne pas prendre parti, Hum, ce qui est assez difficile. Ne pas prendre parti dans le sens où dès
dès le début, si le manager des ressources humaines prend parti, on se retrouve en fait automatiquement avec une partie qui est déjà braquée. Donc, le manque de confiance en fait entre le manager RH et ses collaborateurs. Donc, il est important de ne pas prendre parti et de toujours appeler en fait aux personnes avec qui vous discutez dans ce genre de situation l'importance, par exemple, du travail d'équipe en fonction C'est ça. de la difficulté que vous rencontrez avec les personnes, l'importance du travail d'équipe et les valeurs en fait qui sont prônées par l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est ça. Ça ramène en fait. Sandrine, il y a quelque chose d'intéressant que vous dites, parce que quand vous dites ne pas prendre parti, moi, je suis bien intéressé de savoir comment vous faites de façon concrète pour régler le conflit, parce que effectivement, je prends le cas d'un collaborateur qui vient tout le temps se plaindre que son manager le matraque, et voilà, vous dites de ne pas prendre parti. Donc, vous ne prenez pas parti pour la victime. Si vous ne prenez pas parti pour la victime, ça ne veut pas dire que vous prenez parti pour le bourreau, si je veux imaginer un peu. Oui, effectivement, si tu veux, si je peux te Bien tutoyer en sûr. fait, c'est en gestion des ressources humaines d'avoir des collaborateurs qui se plaignent de leur supérieur hiérarchique. Ouais. On a toujours ce collaborateur qui vient te parler de tout ce qui se passe avec le supérieur hiérarchique, mais il faut toujours pas prendre parti. Dans le sens où il faut avoir, en fait, j'appelle se détacher, en fait, de l'événement, se détacher de ce C'est qui se ça. passe, Super. avoir un regard extérieur sur la chose. Moi, je prends tendance, en fait, à prendre une tierce personne pour regarder en fait en dehors, sans toutefois passer à parler de sujets confidentiels. Je prends toujours une tierce personne sans parler, sans désigner les personnes qui sont impliquées dans le conflit. Je parle de manière générale de la situation pour voir en fait l'idée que la personne a sans être en fait dans le conflit comme moi aujourd'hui en tant que manager. Ça me permet d'avoir un œil extérieur en fait à ce qui se passe et ça m'aide en fait à mieux appréhender ou bien prendre une approche à ce conflit-là. Donc, ne pas prendre de parti, c'est assez difficile, surtout quand on se rend compte qu'une personne a extrêmement raison et C'est que ça. l'autre. Mais il est toujours important en tant que manager ressources humaines d'avoir en fait une approche généralisée, dans le sens où, sans le savoir, en fait, vous donnez des réponses partie prenante, si je peux dire comme ça, mais sans le C'est ça. savoir, ils vont sur de la généralité. Je prends un exemple, s'il y a un conflit de gestion des collaborateurs dans le dispatching du travail, par C'est exemple, ou ça. de l'ingérence d'un membre de l'équipe dans le travail de l'autre, il faut toujours ramener à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on recherche en fait au travers de ce travail? C'est l'atteinte des objectifs en fait du département, l'atteinte des objectifs de la compagnie. C'est de toujours ramener en fait à la généralité pour faire comprendre aux personnes en fait, on est ensemble dans le travail, on travaille pour un objectif commun, on ne travaille pas against en fait. Donc, C'est clair. toujours d'avoir une approche généralisée, même si personnellement, en tant qu'humain, on a toujours des approches par rapport à des partis pris par rapport à certaines situations, mais en tant que manager RH, il faut déposer en fait cette partie de soi-même et puis prendre le cas de manière généralisée, ce qu'on fait au quotidien pour aider Non, dans ce genre. c'est clair. Ça on l'a compris, et je pense que tu me permets de te tutoyer aussi. C'est vraiment important d'avoir en fait cette position de, j'ai pas envie de dire de neutralité, mais qui permet en fait de prendre le dessus. Et surtout, au lieu de chercher je vais dire, à guérir, on va chercher même à anticiper. Anticiper qu'est-ce qui est à la source de ces conflits-là. Et très souvent, ce sont des questions de management, d'approche des supérieurs hiérarchiques vers leurs collaborateurs. Et je suis sûr, avec l'expérience que tu as dans la gestion des conflits et des cas récurrents qui viennent, sûrement que tu t'es taillé plus ou moins une image de ce que c'est que d'être un bon leader, de quelqu'un qui est assez humaniste dans son approche du management. Et j'ai envie que tu nous la partages. Et c'est pourquoi je m'en vais te poser la question de, selon toi, quelles sont les compétences clés qu'un leader humaniste doit posséder, doit développer, surtout dans le contexte africain dans lequel nous sommes? Effectivement, effectivement. Merci pour ta question. Si je devais y répondre, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, en fait, dans le contexte africain. On est dans un contexte assez dynamique.
qui va d'une diversité communautaire et de besoins assez complexes selon l'environnement dans lequel vous êtes. Mais il y a toujours des bases en fait à avoir en tant que manager face à certaines spécialités de notre communauté. Donc, si je devais en fait dresser, si tu veux, une liste assez exhaustive des compétences qu'un leader humaniste doit avoir dans la communauté africaine dans laquelle on est, je te dirais en premier lieu l'empathie culturelle. Quand je parle d'empathie culturelle, j'englobe en fait la compréhension approfondie des différentes cultures présentes dans notre environnement immédiat, ce qui est vraiment crucial pour un manager humaniste. Derrière aussi, il faut avoir une communication interculturelle. Moi, pour la petite expérience, quand j'étais encore à l'université, j'ai pris sur moi, c'était vraiment un besoin particulier de comprendre beaucoup de cultures. Donc, j'ai participé à beaucoup de conférences à l'extérieur, j'ai fait des stages ici et là dans la sous-région pour pouvoir comprendre certaines cultures parce que si tu ne les comprends pas, il y aura forcément des frictions. Donc, il est important, en fait, de comprendre la communication interculturelle. Pourquoi cette personne, donc ce genre de culture, réagit par exemple comme ça, comme si je prends l'exemple d'un pays frontalier qu'on a qui, chez eux, on vous voit. Par exemple, les parents, les personnes, en général, tu les personnes âgées. âgées, tu les vois. Chez nous, le père, la mère, on les tutoie. Chez eux, le père, la mère, tu les vois. Donc, pour quelqu'un qui ne le maîtrise pas, en fait, qui se retrouve dans ce genre d'environnement, il y aura forcément clash. Donc, il est important de comprendre la communication interculturelle. Après, il faut avoir une sensibilité sociale. Alors, développer une sensibilité sociale, en fait, c'est de permettre aux leaders de comprendre et de répondre aux défis spécifiques auxquels la communauté a besoin ou est confrontée, si tu veux, telle la pauvreté, la santé. Si on prend le cas actuel de notre pays, on subit en fait une inflation sur les denrées, les coûts, la cherté de la vie, si tu veux. Aujourd'hui, être manager dans ce genre de communauté, on n'est pas la seule communauté qui la vit. Il y a beaucoup de pays autour de nous qui le vivent. Donc, si aujourd'hui, je prends un exemple, moi, je suis envoyée dans un autre pays qui a ce genre de difficultés, il faudrait en fait que j'arrive à avoir une sensibilité sociale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les défis de ta communauté. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que tes collaborateurs vivent au quotidien? Pour que ça te permette en fait de te positionner, de voir, OK, ils vivent ça, c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Donc, comment je les amène en fait à mieux se sentir et à délivrer ce qu'ils doivent délivrer réellement. À côté de cela, en fait, je dirais qu'il faut aussi avoir une intégrité personnelle. Une intégrité personnelle, ça permet en fait de contribuer à gagner, à maintenir la confiance en fait avec la communauté ou les membres de la communauté. Il faut être très intègre. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas au quotidien, mais l'intégrité est très importante dans le développement en fait d'un leader humaniste dans sa communauté. Il faut aussi, si tu veux, encourager l'innovation. C'est très important d'encourager l'innovation, surtout en entreprise. Ça permet en fait de donner en fait une approche innovatrice en fait dans la résolution de certains conflits ou de certains problèmes qui se relient en fait à la diversité culturelle. Donc, il faut toujours remercier l'innovation tout en se rapprochant. Donc, si tu veux, c'est une chronologie en fait de ce dont je parlais plus haut. Quand tu as la sensibilité sociale, tu arrives à innover. Donc, des personnes vont peut-être innover dans cette sensibilité sociale. Donc, toi, en tant que leader humaniste, il faut encourager l'innovation qui permet en fait d'améliorer le quotidien de tout le monde. Donc, il faut avoir cette partie cette compétence en fait de reconnaître en fait l'innovation autour de toi. Et puis après, je dirais, il faut juste être humain toi-même. Parce que au-delà de tout, il faut être humain. Je pense que si tu reflètes des capacités d'humaniste toi-même, tu pourras mieux gérer en fait la communauté africaine dans laquelle nous sommes.
Voilà. Enfin, on se trouve. Waouh, merci en tout cas pour toutes ces compétences qui, je pense, sont assez complémentaires hein, quand tu parles de sensibilité sociale, d'intégrité et surtout, in fine, d'être humaniste, de savoir qu'on est des hommes, on a droit à l'erreur et d'avoir cette empathie-là et cette compréhension en fait de l'humain en général, c'est ce qui va favoriser en fait un climat et va permettre que voilà, on puisse être dans un environnement où il y a un certain bien-être assez facile à manifester. Sandrine, dernière question, c'est surtout pas c'est surtout des conseils en fait. Si tu as 2 conseils à partager à tes collègues professionnels des ressources humaines sur comment est-ce que au sein de leurs organisations ils peuvent instaurer en fait cette culture humaniste là que tu as décrite et surtout pour favoriser ce bien-être. Ce serait quoi ces 2 conseils? Alors, déjà, il faut savoir que avoir une approche humaniste dans la gestion des ressources humaines repose sur une série de principes et de pratiques qu'il faut mener au quotidien, en fait, pour mettre l'accent sur le bien-être des employés et la reconnaissance de la valeur. Mais si je devais, dans toutes ces pratiques-là, spécifier 2 pratiques que je donnerais comme exemple à tout gestionnaire des ressources humaines ou tout manager du capital humain, je dirais tout d'abord la promotion de la diversité et de l'inclusion. Parce que pour moi, ça demeure un pilier fondamental dans l'approche que nous recherchons aujourd'hui de mettre l'humain au-delà de tout. Donc, ça crée, si tu veux, un environnement où chaque individu se sent pertinent et pleinement inclus, en fait, dans le développement de l'entreprise. Donc, c'est une capacité, si tu veux, une pratique ou un principe que tout gestionnaire des ressources humaines devrait intégrer dans sa stratégie pour faire de sa gestion des ressources humaines, avoir une approche très humaniste, intégrer tout ce qui est diversité et inclusion. Et à côté de cela, qui aussi s'imbrique dans ce que je disais plus haut, c'est le leadership participatif. Ça, participatif et collaboratif, si on veut le dire en fait, qui constitue une autre dimension essentielle d'encouragement de la prise d'initiative, de la participation active de tout le monde de ton équipe, des équipes. Et mettre au-delà de tout dans le contexte où nous sommes arrivés, la flexibilité du travail. Voilà. Super. Écoute, merci Sandrine pour tes conseils. Merci d'être venue partager ton expérience de ce que tu fais, de ce que tu penses qu'on peut faire dans nos organisations pour créer un bien-être au sein d'une culture de bien-être et surtout pour favoriser un leadership humaniste. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir cette petite discussion avec toi et Plaisir toutes ces partagé. idées que tu nous as partagées, j'invite en fait tout le monde à pouvoir mettre cela en pratique dans sa façon d'approcher en fait le leadership et cela va nous permettre de bâtir des environnements de travail plus humains, plus épanouissants pardon, et au final plus performants. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Au revoir. Et au revoir.